Salut les Focusiennes, salut les Focusiens et bonjour à tous les autres, bienvenue sur Histofocus. Ah, les châteaux de la Loire. Dès leur première pierre posée au Moyen-Âge, ces châteaux ont été le témoin de bouleversements historiques, d'intrigues palpitantes et de passionnantes avancées architecturales. Les chevaliers vaillants ont foulé ces terres. Les rois et les reines ont dansé dans ces salles somptueuses, tandis que les générations successives ont laissé leur empreinte sur ces murs majestueux. Mais notre aventure ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, attardons-nous sur un de ces châteaux, le château d'Azay-le-Rideau, qui rayonne toujours, préservant avec élégance son héritage riche et diversifié. En explorant ces salles opulentes, ces jardins enchanteurs et ces histoires captivantes, vous serez transporté dans une époque où le passé rencontre le présent. Au fil des siècles, le château a connu de nombreux propriétaires et a été le théâtre d'événements historiques marquants. De sa forteresse primitive en bois au XIIe siècle, à la résidence d'agrément de la famille de la Trémoille au XIXe siècle, en passant par les travaux de Gilles Berthelot et l'implication du château dans l'affaire du collier de la reine Marie-Antoinette, l'histoire du château d'Azay-le-Rideau est riche et passionnante. Oui, et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les différentes étapes de cette histoire mouvementée, ainsi que les anecdotes et les faits marquants qui ont contribué à faire de ces châteaux l'un des principaux sites touristiques de la région. Dis donc, tu as remarqué comment je supporte de mieux en mieux tes interventions? Bah oui, c'est super! Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Histofocus pour ne manquer aucun épisode futur. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle aventure historique. Parce que oui, on vous voit ceux qui regardent sans vous abonner. Alors, rejoignez-nous. C'est fait? Oui. Alors installez-vous confortablement et suivez-moi dans un voyage à travers les siècles, à la découverte de l'histoire fascinante du château d'Azay-le-Rideau. C'est au XIIe siècle que l'histoire palpitante d'Azay commence, parce qu'on va pas se mentir, avant, il n'y avait pas grand-chose. Ah oui, c'est cocasse. Au XIIIe siècle, le château d'Azay est le théâtre de nombreuses péripéties mêlant bravoure, trahison et alliances inattendues. Les temps sont incertains, et la détermination du seigneur d'Azay et son attachement à la couronne de France font de cette époque un récit captivant, digne des plus grands romans chevaleresques. C'est à cette époque que le chevalier Hugues le Ridel devient le seigneur de cette ville, sous le règne de Philippe Auguste. Pour protéger ses terres, il construit une puissante forteresse défensive, mais le destin prend une tournure inattendue lorsque la région tombe sous l'emprise des Anglais, et le château d'Azay devient la proie du roi Henri II d'Angleterre. Malgré ces temps troublés, le seigneur d'Azay ne se laisse pas abattre, et se joint au combat aux côtés du roi de France, notamment à la légendaire bataille de Bouvines. La bataille de Bouvines est une bataille qui se déroule le dimanche 27 juillet 1214 près de Bouvines, dans le comté de Flandre, dans le nord de la France. Elle oppose les troupes royales françaises de Philippe Auguste à une coalition constituée de princes et seigneurs flamands, allemands et français, renforcés de contingents anglais et menés par l'empereur du Saint-Empire, Othon IV. La victoire est remportée par le roi de France et marque le début du déclin de la prédominance seigneuriale. Le 15 juin 1215, suite à cette défaite et à d'autres, les barons anglais imposent la Grande Charte, aussi appelée Magna Carta, au roi d'Angleterre, Jean sans Terre. Tiens, au fait, tant que je vous tiens, un petit passage en commentaire pour me dire si une vidéo sur la Magna Carta ça vous tente. Au fil des siècles, le nom de Ridel évolue pour devenir Rideau, et avec lui, l'histoire du château suit un destin mouvementé. Les Anglais et les Bourguignons prennent le contrôle de Paris en 1420, obligeant Louis XI à fuir et à s'établir au château du Plessis-les-Tours, et depuis cette forteresse il gouverne la France, instaurant ainsi une forme de télétravail avant l'heure. Au cours de cette période tumultueuse, le château d'Azay change plusieurs fois de main. D'abord propriété de Jacques de Montbéron, fils du maréchal et sénéchal d'Angoulême qui s'allie aux Bourguignons, il passe ensuite aux mains de Jacques de Buelle, comte de Sancerre et chancelier du roi de France. Enfin, c'est Jean Berthelot, conseiller du roi, qui l'acquiert, mais c'est son fils Gilles Berthelot qui décide de le reconstruire à partir de 1502 tel que nous le contemplons aujourd'hui. Le roi Louis XI, Charles VII et Louis XII ont une chose en commun, tous les trois ont gouverné la France depuis la Touraine, plus précisément depuis le château de Plessis-les-Tours. Ainsi, ces siècles marqués par les luttes de pouvoir, les alliances changeantes et les reconstructions successives ont façonné l'histoire fascinante du château d'Azay, qui se dresse fièrement aujourd'hui, témoin immuable du temps passé. Les seigneurs ont fait construire des châteaux dans la région pour rester proches du roi et être connus et reconnus par celui-ci. Au début du XVe siècle, Tours est sous le contrôle de Jean sans Peur, qui établit une garnison bourguignonne en 1417. C'est moi le roi, le roi! Un an plus tard, le dauphin Charles, Charles VII, arrive à Tours à toute allure, déterminé à reprendre la ville aux Bourguignons.
mais malheureusement ses efforts sont un échec cuisant. Il doit battre en retraite, passant assez le rideau sur le chemin de Chinon. Les soldats de la garnison bourguignonne le repèrent du haut des remparts et se moquent de lui en faisant référence au massacre de Paris entre les partisans des Armagnacs et des Bourguignons. En colère, Charles ordonne une riposte impitoyable. Le capitaine de la garnison et toute sa troupe sont exécutés. Selon les récits de l'époque, le capitaine aurait eu la tête tranchée, Tout condamné à mort aura la tête tranchée. tandis que les 354 hommes considérés comme des brigands sont pendus, sans épargner femmes et enfants. Les conséquences pour la ville d'Azé sont désastreuses, car elle est réduite en cendres. Jusqu'au XVIe siècle, elle est même renommée Azé le Brûlé, en souvenir de ce tragique épisode de son histoire. Au début du XVIe siècle, les terres d'Azé sont acquises par Antoine Lesbailly. Sa fille Philippa est l'épouse de Gilles Berthelot, le financier influent, maire de Tours et trésorier de France. Gilles décide de se faire bâtir une demeure à la hauteur de sa position prestigieuse. Il entreprend alors des travaux considérables sur les bases du vieux château médiéval. La nouvelle demeure est décrite comme une merveille architecturale, composée de 2 grands bâtiments en pierre de taille, dotés de canons, de machicoulis et de tourelles sur cul de lampe, le tout construit en tuffeau et en pierre de bourré. Les travaux sont gigantesques. Durant le mois de juin à août 1518, pas moins de 120 ouvriers travaillent jour et nuit pour creuser les fondations, planter les pilotis et assécher le terrain. L'ampleur du chantier témoigne de l'ambition de Berthelot pour sa nouvelle demeure. Face aux défis de l'époque, Berthelot sollicite même l'autorisation du roi pour fortifier le château. Il évoque les problèmes de sécurité causés par la présence de nombreux criminels errants, brigands et autres vagabonds, qui font de la région un passage dangereux de jour comme de nuit. Ainsi, grâce à la vision et au travail acharné de Gilles Berthelot, le château d'Azé se transforme en une impressionnante forteresse, reflétant à la fois son pouvoir financier et son souci de sécurité face aux défis de l'époque. Mais voilà, on a un problème. François Ier depuis un moment est intrigué par les somptueux châteaux que se font construire ses trésoriers. C'est qu'il en faut de l'argent pour ces petites choses. Les dépenses sont colossales et le roi a besoin d'argent pour financer sa politique d'expansion et ses guerres. En 1523, François Ier fait enquêter sur la comptabilité de ses financiers. En 1526, une commission est mise en place pour examiner les comptes financiers, et là, c'est le coup de tonnerre. Les malversations sont révélées et les poursuites judiciaires s'enchaînent. Malheureusement, Gilles Berthelot se retrouve dans le collimateur. Après la révélation de malversations, plusieurs d'entre eux sont condamnés, dont Jacques de Beaune-Semblancet, qui est pendu en août 1527. Berthelot, craignant le même sort, fuit à Metz. La sentence tombe pour Berthelot, il est démis de ses fonctions et Il est condamné à verser à la couronne 54 400 livres tournois, l'équivalent de 7,5 millions d'euros. Tu veux la faire toi-même la vidéo? Il n'a pas d'autre choix que de fuir à Cambrai, laissant derrière lui son château d'Azé inachevé. Gilles Berthelot meurt à Cambrai en 1529. C'est un coup dur pour Berthelot et sa famille, mais aussi pour le château d'Azé, qui se retrouve abandonné et en chantier. La vie de luxe et de pouvoir qu'il a rêvé de mener dans ce somptueux château s'effondre brutalement. Le château est alors confisqué et donné au seigneur Antoine Raffin. C'est un compagnon d'armes du roi, capitaine de la garde royale pendant les guerres d'Italie et sénéchal de Normandie. Les descendants Raffin en seront propriétaires pendant 2 siècles. C'est la petite fille d'Antoine qui nous intéresse, Antoinette. Elle devient la nouvelle dame des lieux. Elle épouse le sieur de Lansac, qui n'est autre que le petit-fils naturel de François Ier lui-même. Autant dire qu'elle est bien placée dans le game. Elle est même dame d'honneur de la reine Margot. Antoinette vit principalement à Azay-le-Rideau, car son mari, ambassadeur itinérant en Pologne et en Espagne, est souvent en déplacement. Et à Azay, c'est le grand luxe. Antoinette est très riche. Et son mari le sait bien. Malheureusement, lui, il est totalement fauché et commence à s'endetter dangereusement. Cela va entraîner des tensions dans leur couple et, en 1603, Antoinette décide de demander une séparation de corps et de biens d'avec son mari. Mais le mari dépensier ne se contente pas de ruiner leur mariage. Il prend carrément les choses en main et avec une douzaine d'hommes d'armes, il force l'entrée du château défonçant portes et pont-levis. Le voilà qui s'empare des bijoux et des objets précieux du trésor, profitant de l'absence de sa femme. Son fils, Artus de Lansac, gouverneur de la maison royale de Plessis-les-Tours, a l'honneur de recevoir le roi Louis XIII au château au mois de juin 1619. Au milieu du XVIIe siècle, le chevalier Henri-François de Vassé devient seigneur d'Azay-le-Rideau en épousant Marie-Madeleine de Saint-Gelais, également connue sous le nom de Mademoiselle de Lézignan. C'est l'héritière d'une longue lignée de seigneurs d'Azay, avec des liens présumés avec le roi François Ier. Elle est élevée aux côtés du roi Louis XIV. Le roi est d'ailleurs témoin à son mariage. Vassé est un homme très riche, et il est réputé pour son impertinence. Il a eu des liaisons scandaleuses à Paris, ce qui a entraîné son épouse à se méfier de lui et à tenter de l'empoisonner pour se débarrasser de lui. Agaçant à la cour et le roi, Louis XIV exile M. de Vassé et son épouse dans leur petit château de Touraine
en 1669. C'est vraisemblablement lors de cette période qu'il en profite pour rénover le château, le transformant d'une forteresse en une demeure plus confortable, que les communs sont édifiés et que la grande allée est tracée. Il y vit une vie de château, organisant de grandes réceptions et aménageant de nouvelles cuisines et un garde-manger. Au XVIIIe siècle, le château d'Azay a besoin de réparation. Les toitures abîmées, les parquets usés et les boiseries vieillissantes, ça le fait moyen. Ruiné, le dernier descendant Raffin vend le domaine en 1791 et il est racheté par le marquis Charles de Biencourt, un descendant d'une vieille famille picarde, militaire et homme politique. Il est député à la Haute Marche aux États généraux. Pendant la Révolution, il est emprisonné pour avoir soutenu le roi, mais après sa libération en 1794, il revient à Azay. Et plutôt que de restaurer le château, il se passionne pour l'agriculture et se lance dans l'aménagement d'un magnifique parc paysager. Il plante des mûriers, des frênes le long de l'Indre et expérimente de nouvelles essences comme les peupliers de Caroline récemment importés en France. Son intérêt pour l'agriculture apporte un souffle de jeunesse au domaine d'Azay. Après son décès en 1824, c'est son fils, Armand François, qui prend le relais. Soucieux de préserver le patrimoine familial, Armand François entreprend d'importantes restaurations pour redonner au château son charme originel. Il embellit le parc paysager et les miroirs d'eau qui entourent le château, il rétablit les voûtes et les lucarnes dans leur style d'origine, et il accorde une attention particulière à la décoration du grand escalier. Des médaillons ornés des portraits des rois et des reines de France sont sculptés, ajoutant une touche royale à l'ensemble. Au XVIIIe siècle, venant de Chine puis d'Angleterre, une nouvelle mode apparaît en France. Désormais, on aime les kiosques, les fabriques, les pavillons chinois et les jardins irréguliers. Suivant cette mode, un pavillon chinois est édifié dans l'angle nord-est du château. Il est détruit par les propriétaires du XIXe siècle, tout comme la grande tour médiévale. Souhaitant donner une unité de style à leur château, ils font édifier en 1848 et 1856 les deux tours néo-Renaissance encore visibles aujourd'hui. L'engagement d'Armand dans la préservation du château est reconnu et soutenu, et en 1840, il reçoit une subvention des monuments historiques pour ses efforts louables. Mais malgré ça, les restes de l'ancien château médiéval sont détruits pour être remplacés par deux nouvelles tours d'angle. Grâce à son dévouement, le château d'Azay continue de briller, unissant harmonieusement l'histoire royale de la France et la passion de sa famille pour cet héritage exceptionnel. Après sa mort en 1862, c'est Charles-Marie Christian de Biencourt qui prend les rênes du château d'Azay de Rideau. Cependant, la paisible quiétude est troublée par l'arrivée de la guerre franco-prussienne en 1870. Le château se retrouve occupé par les troupes prussiennes, notamment par le prince Frédéric Charles de Prusse. Pendant cette période troublée, le prince échappe même à un potentiel attentat lorsque le lustre de la salle à manger s'effondre, manquant de peu de le blesser alors qu'il est en train de manger à table. Situation des plus périlleuses pour les occupants du château. Dans ses mémoires, Charles-Marie Christian relate les événements de février 1871. À son arrivée à Azay après l'armistice, il découvre que la ville est occupée par une importante force militaire, composée de 1000 hommes et de 600 chevaux. Cette présence s'étend également au château, qui est entièrement occupé par des troupes. De manière désobligeante, 42 officiers se font nourrir aux frais de la ville, avec un coût de 10 francs par jour et par personne. Pire encore, les officiers présents dans le château se font servir 3 repas copieux par jour, aux frais de Charles-Marie Christian de Biencourt, qui en est le propriétaire. Ils consomment son vin, et certains se plaignent même de ne pas y trouver du vin de champagne, exigeant un approvisionnement de la part de leur hôte. Les officiers n'hésitent pas non plus à inviter leurs camarades de tour, en utilisant les voitures de Biencourt, causant des dommages à ses biens. Il ajoute que le pire a été la venue du prince Frédéric Charles et du prince héritier avec un nombreux état-major. Ils s'installent au château et s'y font servir de copieux repas aux frais de Biencourt, et s'en retournent le ventre plein, satisfaits de leur journée. Ceci pousse le marquis à se fendre d'une lettre indignée au prince lui-même. Château d'Azay le Rideau, 21 février 1871. Monseigneur, il a plu à votre Altesse royale de venir visiter le château d'Azay. En d'autres temps, j'eusse été très honoré de cette visite. Aujourd'hui, je suis forcé de dire à votre Altesse royale combien je trouve ces façons étranges et grossières. N'oubliez pas, Monseigneur, que vous n'êtes pas au soir d'une bataille, vous occupez le département d'Indre-et-Loire en vertu des conditions d'un armistice, et rien ne vous donne le droit de venir chez moi, de vous y faire servir malgré moi, de manger mon pain et de boire mon vin. Les gentilshommes de votre état-major, les officiers de votre armée et vous ne savez rien des égards que les gens bien élevés observent entre eux, vous ignorez le respect que, chez les nations civilisées, le vainqueur doit au vaincu. En vous asseyant à ma table, en vous faisant héberger à mes frais, en exigeant du vin de champagne que je n'avais point, vous me donnez le droit, dont je suis profondément triste, de vous parler comme je le fais. En voyant les façons de leur prince, je ne m'étonne plus des procédés parfaitement grossiers des officiers de votre armée qui souillent ma demeure et se font nourrir chez moi à mes frais depuis le 4 février. Veuillez agréer,
Monseigneur, l'expression des sentiments d'indignation que j'ai dans le cœur. J'ai l'honneur d'être, Monseigneur, avec le plus profond respect de votre Altesse royale, le plus humble ennemi. Ces descriptions dépeignent une période tumultueuse et difficile pour le propriétaire du château, confronté à une occupation militaire qui ne respecte ni ses biens, ni ses ressources, laissant des marques durables sur l'histoire du château d'Azay-le-Rideau. Ruiné par le krach boursier de l'Union Générale de 1882, le dernier marquis de Biencourt vend le domaine au comte Larocque-Latour, lequel n'honore pas ses engagements financiers. Puis à M. Artaud, un avocat de la ville de Tours. Depuis le 11 février 1905, le château appartient à l'État. Il accueille en 1939-1940 la Direction Générale de l'Éducation Nationale. Il est aujourd'hui géré par le Centre des Monuments Nationaux. Si vous avez aimé cette petite visite dans l'histoire d'Azay-le-Rideau, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, à vous abonner, à liker et à activer la cloche. Ça ne coûte rien et ça aide pour le développement de la chaîne. Si vous n'avez pas aimé, faites rien. Allez, tchuss, soyez curieux et n'oubliez pas, c'est en connaissant le passé qu'on comprend le présent et qu'on appréhende l'avenir. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'oubliais, suivez-moi sur les petits shorts pour les vidéos complémentaires ou alors sur TikTok.